Bonjour, vous êtes en train d'assister à l'avant-dernière séance du séminaire de mon cours sur les politiques migratoires de par le monde. Enfin, le sujet de ce cours est assez vaste et dans le cadre des séminaires, on peut déborder très largement en dehors des questions proprement politiques. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir successivement deux professeurs de droit, Jean Matringe et Samantha Besson. Jean Matringe est professeur de droit à Paris 1. Tu es, je crois, directeur adjoint de l'IREDIES. Non, tu n'occupes plus aucune fonction à l'IREDIES. Voilà. Et Jean Matringe et Samantha Besson ont des sujets qui se recouvrent partiellement, bien sûr, parce que ce sont des personnalités qui, évidemment, au niveau où elles agissent, eh bien, ont un spectre assez large d'intérêts, hein, comme tous les professeurs de droit. Jean Matringe a beaucoup travaillé sur la question des droits de l'homme, notamment, auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Puisqu'il y a une série comme ça de cours régionales, comme on dit, au sens de l'ONU. Tu as été également une partie prenante de l'Institut Convergence Migration. Tu t'es occupé notamment de la mise en place du master des migrations, un master dans lequel il y aura du droit, mais enfin aussi bien d'autres disciplines, donc ça donne une indication de ta largeur de vue. Et puis tu es aussi par ailleurs quelqu'un qui s'engage dans la protection des droits de l'homme, dans la défense des droits de l'homme. Donc c'est à plusieurs titres que tu t'es intéressé aux migrations. Les migrations ne sont pas ton sujet principal actuellement, mais c'est un sujet que tu connais bien pour l'avoir travaillé dans le passé. Alors Samantha Besson est professeure au Collège de France, titulaire d'une chaire de droit des institutions. Je ne vais pas dérouler son CV qui est d'une longueur absolument considérable. Samantha est à la fois suisse, britannique, mais elle a voyagé dans le monde entier, comme Jean d'ailleurs. Vous avez été tous les deux invités dans toute une série d'universités. Tu as enseigné, Samantha, notamment à l'École de droit international de La Haye, qui est un des centres les plus prestigieux en matière de droit international. Et puis ton dernier livre est consacré à la due diligence, qui est un concept que je ne connaissais pas. Je me suis évidemment instruit, informé sur ce que c'est que la due diligence, et je me suis aperçu que toute la vie, tout le temps, avant chaque transaction, eh bien, nous sommes censés quand même prendre un certain nombre de précautions et de vérifier un peu la qualité du service ou du produit qu'on va nous vendre. Et je me suis dit que, tiens, voilà une notion intéressante qu'il va falloir approfondir. Mais ce n'est pas de cela que tu vas parler. Tu vas nous parler de quelque chose de tout à fait différent, qui sont un cas particulier de migration lié au fait que des personnes peuvent investir et apporter un capital, et à ce titre-là, être accepté dans le pays, mais ça va mettre en cause toute une série de notions, notamment quel rapport avec la nationalité, qu'est-ce que c'est que la nationalité, quel genre d'attache suppose le lien du citoyen avec un pays. Ce sont des notions qui sont, comme toujours en droit, beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine. Et c'est donc avec grand plaisir que nous allons vous écouter l'un et l'autre. Je vais d'abord céder la parole à Jean Matringe pour à peu près 40 minutes, et nous passerons ensuite à Samantha Besson. Bien, merci beaucoup François Héran de m'avoir invité et de me faire ainsi l'honneur de parler dans cette si prestigieuse instance, même si le public n'est pas au rendez-vous. Tu m'avais demandé de parler du sujet « Les droits de l'homme peuvent-ils tenir lieu de politique migratoire ?» Je t'avais dit que je voulais faire quelque chose de plus large et finalement, je vais répondre à la question. Enfin, je vais donner ma réponse à la question, mais non sans quelques développements antérieurs préalables qui, je l'espère, expliqueront ma position. Alors tout d'abord, pour éviter un peu trop d'incompréhension sur mes propos, il faut opérer quelques petites définitions, notamment sur droit de la personne humaine et politique migratoire. C'est moi qui ai demandé à utiliser l'expression « droit de la personne humaine » dans l'intitulé de cette question pour plusieurs raisons.
La première, alors qu'on parlait essentiellement du droit international des droits de l'homme, est de tenir compte de la critique du caractère genré de l'expression droit international des droits de l'homme. Pourquoi la femme serait-elle absente? D'autre part, l'expression droits humains ne me convient pas, parce que ce ne sont pas les droits qui sont humains, mais la personne. Et enfin, parce que je crois que ce que je vais proposer comme analyse vaut pour d'autres branches destinées à protéger la personne humaine, comme le droit international humanitaire ou encore le droit des réfugiés. Donc cela permet, avec cette expression, d'embrasser ces trois branches du droit international. J'entendrai par politique migratoire une politique qui régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers. On peut avoir une conception restrictive. On peut vouloir, pour qualifier une politique de migratoire, exiger qu'elle soit cohérente, qu'elle prenne en compte systématiquement toutes les dimensions de la question migratoire. Si l'on prend cette exigence, j'ai bien peur qu'il n'y ait jamais eu véritablement de politique migratoire dans le monde. Si, en revanche, on se contente de peu de choses et que l'on appelle politique migratoire quelque chose qui a à voir avec l'entrée et l'éloignement des étrangers ou avec le séjour, alors, dans l'histoire, on pourra recenser un certain nombre de politiques migratoires. Deux mots, peut-être, pour ne plus en parler ensuite, sur l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de politique migratoire non plus. Au mieux, comme les États, a-t-elle quelques politiques sectorielles concernant certains types de migration, migration de travail, tourisme, migration forcée, ou concernant certains migrants particuliers, le réfugié, le travailleur, le résident de longue durée, ou encore, mais je crois que ce sera traité tout à l'heure par Samantha Besson, l'investisseur. J'adopterai ici une définition compréhensive, c'est-à-dire que je ne m'attarderai pas sur la qualité des politiques migratoires en jeu, au risque sinon d'épuiser déjà la question. Définition compréhensive, mais en même temps, j'ai déjà opéré presque un raccourci, et presque involontairement, puisque, en définissant ce que j'entendais par politique migratoire, j'ai finalement réduit le champ à la question des étrangers. Or, les migrants, et tout bon spécialiste de la question, les migrants ne sont pas les étrangers. Le migrant est celui qui réside dans un pays autre que celui qu'il a vu naître. Or, tel est le cas d'un migrant qui serait naturalisé et qui ne serait donc pas étranger. Je maintiens pourtant cette insistance sur l'étranger, car à mon sens, c'est la figure de l'étranger qui est au cœur de la question. Si la question des migrations pose autant de problèmes, d'un point de vue politique, si elle suscite tellement d'interventions et de normes, ce n'est pas parce que des gens bougent, ce n'est pas la mobilité humaine qui pose problème, mais le fait qu'elle puisse conduire dans une société une personne qui lui est étrangère. C'est donc, à mon sens, avec la figure de l'étranger qu'il faut réfléchir, et car c'est cette figure qui est au cœur des politiques migratoires. Alors, les politiques migratoires actuelles ne sont pas une évidence et n'ont pas toujours existé. On n'a pas toujours eu d'institutions comme le passeport, comme le visa ou encore la détention. Je vous renvoie ici à la très belle autobiographie de Stefan Zweig, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, pour montrer que notre monde est bien différent de ce qu'il fut il n'y a pas si longtemps. Dans l'histoire, les États ont développé différents types de politiques. Je ne reviendrai pas dessus, mais peut-être peut-on observer un schéma général qui serait celui d'une oscillation entre une relative ouverture aux étrangers et une relative fermeture à ceux-ci. L'idée étant toujours d'opérer une sorte de tri, de favoriser certains flux pour diverses raisons, et d'en dissuader d'autres. Ce qui a pu changer dans le temps, ce sont les critères de ce tri, les critères utilisés pour décider qui peut rentrer ou qui doit partir d'un territoire.
Critères économiques, critères démographiques, culturels ou encore identitaires, et on pense notamment aux lois américaines des États-Unis d'Amérique de la fin du XIXe siècle, notamment à l'égard des Chinois. Ce qui a pu changer également, c'est la maille utilisée pour apprécier ces filtres de tri. Alors, ces quelques précisions très sommaires étant faites, je voudrais ici procéder en 3 temps pour répondre à la question. D'abord, souligner le fait incontestable que les droits de la personne humaine, le droit de la personne humaine, a acquis une place très importante dans le dessin des politiques migratoires de nos États actuels. Mais je voudrais ensuite montrer les limites de ce phénomène, pour enfin répondre à la question qui est, selon moi, que le droit de la personne humaine ne peut pas constituer, tenir lieu de politique migratoire. Le premier point, donc, est celui d'un constat, le fait que le droit de la personne humaine, incontestablement, est devenu une contrainte, et une contrainte très forte, dans le dessin des politiques migratoires. À tout moment, pour élaborer une politique migratoire, l'État fait des choix, des actes politiques, de sorte que la gestion des migrations est une question de politique publique. Si pendant longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, ces politiques ont pu varier dans le temps et dans l'espace, c'est moins, à mon sens, en raison de considérations juridiques que selon d'autres déterminants que les États ont dû apprécier, sous-peser et articuler entre eux. En ce sens, le droit de la personne humaine n'a jamais été au centre des politiques migratoires et n'est toujours pas, à lui seul, un déterminant essentiel des politiques migratoires. En regardant un peu dans le passé, on s'apercevra qu'en effet, il a pu donner quelques directives aux États dans la confection de leur politique migratoire, mais il intervient toujours en subordination d'une volonté politique qui prend en compte certes le droit, mais également d'autres déterminants d'une politique migratoire. Même si, concrètement, le choix de ces déterminants, même non juridiques, se traduira en termes juridiques. Ce sera la réglementation de la délivrance des passeports, la réglementation de l'acquisition de la nationalité, celle des visas, les conditions d'extradition ou encore d'éloignement. Cependant, depuis la moitié du siècle dernier, de manière presque subreptice et certainement sans le vouloir, les États ont consenti à limiter leur liberté. Non pas spécifiquement en matière migratoire, mais en s'engageant à respecter les droits de la personne humaine. De sorte que le rôle du droit de la personne humaine est allé grandissant au fur et à mesure du développement de ces engagements et du contrôle des organes internationaux chargés d'assurer leur respect. On pense notamment, pour citer seulement la France, à la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, au Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, ou encore à la Convention de Genève sur le droit des réfugiés de 1951, dont le champ d'application a été élargi par le protocole de Bellagio de 1967. Et en effet, c'est essentiellement sur le fondement de tels engagements généraux et du contrôle de leur respect par les organes internes et internationaux que se sont développées les normes de protection des migrants et des étrangers, allant jusqu'à, parfois, commander aux autorités étatiques un certain degré d'ouverture à l'égard des migrants et une certaine qualité de traitement de ceux-ci sur leur territoire. On pense notamment, pour ne prendre que 2 exemples, à l'obligation qui est faite aux États, dans certaines conditions, d'admettre un étranger pour y rejoindre sa famille, ou l'interdiction, pour ce même État ou un autre, d'éloigner du territoire quelqu'un qui ainsi se verrait privé de la jouissance de son droit à une vie privée et familiale. On pense également à l'interdiction des éloignements
expulsion, extradition et autres formes d'éloignement, qui sont fondées sur l'interdiction générale de l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants. Cette intrusion des droits de la personne humaine dans la question migratoire a été telle que leurs prescriptions sont véritablement devenues un des éléments principaux dans la confection, sinon dans la conception, des politiques migratoires. Je peux renvoyer ici à la leçon inaugurale de François Héran, ici même, qui relevait que l'essentiel des titres de séjour accordés par la France le sont sur le fondement du droit. Titre de séjour pour vie familiale, statut de réfugié ou protection subsidiaire, motif humanitaire ou encore de santé. En outre, les États doivent assurer au moins un traitement respecté, un standard de traitement minimum à l'égard des étrangers et de toute personne qui sont sur leur territoire, fût-ce de manière irrégulière. La chose est donc entendue, la question migratoire est désormais inextricablement liée au mouvement contemporain des droits de la protection humaine. Celui-ci a incontestablement constitué un levier très important pour libéraliser les migrations et protéger les migrants. D'ailleurs, à telle enseigne que le mouvement des droits de l'homme est devenu une des cibles à abattre pour ceux qui veulent fermer nos frontières, et l'on voit certains gouvernants et certains partis dits de gouvernement annoncer très clairement réfléchir à revenir sur les engagements des États en matière de protection des droits de la personne humaine pour récupérer la liberté qui était la leur en matière de politique migratoire. Ce constat étant fait, je voudrais maintenant présenter quelques limites de la logique des droits de la personne humaine en matière migratoire. Je soutiendrai d'abord l'idée que la portée de la philosophie originelle des droits de l'homme a été limitée par sa transcription juridique. Ensuite, je présenterai ce qui m'apparaît être 4 grandes limites du discours des droits de la personne humaine en matière migratoire. Mais tout d'abord, donc, cette idée selon laquelle, finalement, la philosophie initiale, le projet originel des droits de l'homme a été subverti par sa transcription juridique. En effet, l'expression « droit de la personne humaine » est ambivalente, en ce sens qu'elle peut regrouper 2 réalités. D'une part, une conception abstraite de l'être humain et de son insertion dans la société, et d'autre part, un corpus juridique qui manifeste ou est censé manifester cette conception pour en faire un ensemble prescriptif. Or, il me semble que le passage de la conception abstraite à la norme de droit ne s'est pas fait sans contre-effet, voire contradiction. Car si le droit de la personne humaine découle d'une approche fondée sur l'être humain, sur la personne humaine, qui serait par essence titulaire de droits inaliénables, inhérents, sacrés, qui s'imposeraient à tous, y compris aux États, l'ordonnancement juridique du monde, lui, procède de la volonté des États. Dit autrement, le droit de la protection de la personne humaine en tant que corpus juridique est par définition du droit. Il ne joue donc que dans la mesure permise par celui-ci, qu'il soit étatique, européen ou international. Il est donc subordonné à la structure et aux principes de base même du système juridique dans lequel il est produit et dans lequel il est appelé à produire des effets. Or, que l'on soit dans le droit étatique, dans le droit européen ou en droit international, le droit obéit aujourd'hui encore et très largement à une conception statocentrée et non pas anthropocentrée du monde. Et cet ordonnancement juridique reste tributaire de la partition interétatique du monde.
Il s'ensuit concrètement et juridiquement que la production du droit, et donc du droit de la personne humaine, est subordonnée à la volonté des États. Il n'y a de droit de la personne humaine que dans la limite de ce que veulent les États. Il s'ensuit également que la jouissance et l'exercice des droits de la personne humaine sont soumis à l'exercice par les États de leurs prérogatives, à telle enseigne que les États peuvent limiter ces droits au nom de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé publique, voire même de la moralité publique. On le voit donc, le droit de la personne humaine pris comme corpus juridique ne peut pas, comme cela avait été voulu par certains de ses fondateurs, comme John Locke, s'imposer aux États comme en surplomb, comme une contrainte extérieure qui commanderait une politique migratoire plutôt qu'une autre. Dans le monde juridique, les droits de la personne humaine ne sont pas inhérents à la personne humaine. Ils ne sont pas inaliénables, ils ne sont pas sacrés. Ils ne sont que le produit de la volonté des États. Dans ce sens, ils ne peuvent au mieux que constituer quelques contraintes, proposer des aménagements dont les États tiendront compte ou non, selon la pesée du déterminant juridique avec les autres déterminants de la politique migratoire. Ce que je viens de dire, le droit de la personne humaine le dit lui-même, le reconnaît lui-même. Qu'il soit étatique ou international, le droit de la personne humaine évolue dans un cadre de principes dont l'objet principal est encore aujourd'hui de protéger la liberté de chaque État, de déterminer qui il accepte ou non sur son territoire, qui il accepte comme résident sur son territoire et qui il peut éloigner. On le voit, la réalisation du droit de la personne humaine est subordonnée à la volonté et au concours des États qui en sont les garants de dernier ressort. Ce schéma, qui n'était peut-être pas prévu par John Locke ou par Thomas Hobbes, s'est imposé avec le positivisme juridique qui s'est développé essentiellement au XVIIIe siècle, qui a réduit le droit à ce qui est produit par l'État et qui a donc réduit le droit de la personne humaine à ce qui est produit par l'État. De telle sorte que, concrètement, l'organe chargé de contrôler le respect des droits de la personne humaine devra sans cesse opérer une conciliation entre le respect des droits des migrants, en réalité des étrangers, entre les droits des migrants et la préservation des prérogatives de l'État. Cette idée même de conciliation entre les droits individuels et l'intérêt public révèle bien que les droits individuels ne sont pas aptes à imposer une politique migratoire. Certes, ce genre de considération, de conciliation à faire entre les droits individuels et l'intérêt public existe également à l'égard des nationaux. Il me semble cependant, avec un certain nombre d'auteurs, que l'organe international ne raisonne pas tout à fait de la même manière quand il a une plainte d'un migrant ou la plainte d'un ressortissant national. En effet, le raisonnement traditionnel, et qui vient de notre projet fondateur, est que l'individu a des droits, l'État ne pouvant les limiter que par exception. Or, si l'on regarde la jurisprudence en matière migratoire, on s'aperçoit que le juge ou le quasi-juge international raisonne de manière inverse en énonçant d'abord le principe que chaque État est libre de déterminer qui il veut sur son territoire et qui il veut expulser, le respect des droits des migrants, encore une fois des étrangers, n'intervenant que comme exception à cette affirmation de principe. En bref, le droit de la personne humaine pris comme corps de droit positif, me semble-t-il, trahit, mais
aurait-il pu en aller autrement, trahit les promesses du projet transcendantal et universaliste qui le sous-tend. Voyons maintenant 4 grandes limites, à mon sens, du discours de la personne, des droits de la personne humaine, dont certaines d'ailleurs découlent du phénomène de transcription juridique dont je viens de parler. Première limite à l'efficacité de ce discours en matière migratoire est que les migrations ne sont pas couvertes en tant que telles par le droit de la personne humaine. La question migratoire est une question inventée par l'État, en ce qu'il veut distinguer ses nationaux des étrangers. La question migratoire est donc antagonique avec la logique des droits de la personne humaine. En effet, selon le discours des droits de la personne humaine, ces droits sont applicables à tous les êtres humains en tant qu'ils sont humains, et cela, quelle que soit leur nationalité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et cela en vertu de 2 grands principes. Le principe d'universalité de la condition humaine, de sa dignité, et donc des droits y afférents, et le principe de non-discrimination. Le droit de la personne humaine ne saurait donc logiquement, considérant tous les individus comme indifférenciés, il ne saurait donc logiquement traiter spécifiquement et de manière pertinente de la question migratoire, puisque celle-ci est précisément articulée sur les questions de nationalité et de territoire. Ainsi, et on le constate, cette branche du droit ne s'intéresse au mieux qu'aux migrants situés sur un territoire. Et encore, est-ce généralement de manière seulement indirecte et incidente. Nous avons parlé du bénéfice du droit à la vie privée familiale. Si les migrants bénéficient, ce n'est pas en tant que migrants, c'est en tant qu'êtres humains. De même, s'ils peuvent ne pas être éloignés en cas de risque de torture, ça n'est pas parce qu'ils sont migrants, mais parce que ce sont des êtres humains. Alors, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, c'est ainsi, c'est par ce type de procédé que le droit de la personne humaine a fait peser des contraintes sur les politiques migratoires des États. Cependant, ce faisant, il faut le comprendre, il ne s'applique pas aux migrants en tant qu'ils migrent et donc ne s'intéresse pas à la question migratoire elle-même, ou alors de manière seulement parcellaire. Et parce qu'il ne différencie pas les individus, parce qu'il ne peut donc pas saisir la question migratoire, il me semble que le mouvement des droits de la personne humaine ne peut pas donner une politique migratoire. La deuxième limite que je voudrais souligner est la contradiction interne aux droits de l'homme, qui consiste à reconnaître par le corpus juridique que les étrangers ne sont pas tout à fait des humains comme les autres. La philosophie sous-jacente aux droits de l'homme devrait logiquement commander une politique migratoire d'ouverture, voire même devrait rejeter toute idée de politique migratoire. Et pourtant, tous les instruments de protection des droits de la personne humaine reconnaissent un certain nombre de distinctions entre les nationaux et les étrangers. Même le principe de non-discrimination ne porte pas obligation pour les États de traiter de la même manière les étrangers que les nationaux. Il commande seulement que les différences de traitement soient fondées sur des critères objectifs et raisonnables et poursuivent un objectif légitime. Or, la politique migratoire est considérée comme un objectif légitime et les critères de nationalité et de territoire sont considérés comme des critères licites de distinction entre les êtres humains et non pas des critères de discrimination illicite. Dit autrement, par définition, l'étranger est marqué par une distinction qui conduit partout à une différence, certes plus ou moins marquée, mais quand même une différence de régime par rapport aux nationaux.
regardons les droits étatiques, regardons le droit international, nous verrons partout des dispositions qui reconnaissent que tant qu'il n'est pas naturalisé, un étranger n'est pas tout à fait du genre humain commun qui bénéficie des droits et des protections qu'il énonce. Ainsi, certaines normes des droits de la personne humaine réservent certains droits et certaines protections aux seuls nationaux. On peut citer l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques au sujet précisément des droits politiques et du droit d'accès aux fonctions publiques. Et quand ce n'est pas le traité qui réserve les droits aux nationaux, il va permettre aux États de reconnaître que ceux-ci peuvent limiter le bénéfice des droits qu'ils reconnaissent en s'engageant à leurs seuls nationaux. Et on peut citer ici, en miroir du Pacte international sur les droits civils et politiques, le Pacte international, cette fois-ci, sur les droits économiques, sociaux et culturels, plus précisément l'article 2, paragraphe 3, que je cite, « Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent pacte à des non-ressortissants. Liberté de reconnaître ou non les droits économiques aux étrangers. » D'autre part, les instruments internationaux de protection des droits de l'homme contiennent tous, si l'on y regarde d'un peu près, à côté de standards généraux applicables à tous les êtres humains, des dispositions spécifiques aux étrangers ou à certains mouvements migratoires. Parfois dans le but de les protéger, parfois pour leur refuser le bénéfice des droits de la personne humaine dans son ensemble. Il en est ainsi, bien sûr, particulièrement en matière d'entrée et d'éloignement du territoire, questions pour lesquelles les étrangers ne sont pas dans la même situation que les nationaux. Enfin, et sans épuiser la liste des types de dispositions qui distinguent les nationaux des étrangers, on peut citer les dispositions qui ne reconnaissent des droits parmi les étrangers qu'à ceux présents légalement ou régulièrement sur le territoire de l'État. Cela veut donc dire que ceux en situation irrégulière ne sont pas protégés, mais cela veut dire également que, par ce genre de dispositions, les États sont maîtres de l'étendue de leurs engagements. Si je ne suis pas tenu de respecter les droits de ceux en situation irrégulière, je n'ai qu'à durcir les conditions de régularité. Ceux qui ne rempliront pas ces conditions, je ne serai pas tenu de respecter leurs droits. En somme, les États se sont bien assurés, en inscrivant dans le droit positif le discours du droit de la personne humaine, de se réserver de différentes manières la faculté de limiter la jouissance et l'exercice de ceux-ci, en particulier par les non-nationaux, de telle sorte que le droit de la personne humaine n'est pas applicable à toutes les personnes humaines. À mon sens, il existe une troisième limite au discours ou à la pertinence du discours du droit de la personne humaine en matière migratoire. Cette limite tient dans la logique essentiellement individualiste du droit de la personne humaine, qui ne porte pas de projet de société, pourtant nécessaire pour élaborer une vraie politique migratoire. En effet, si, comme on l'a dit, le droit de la personne humaine peut régir l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, c'est toujours en considérant les étrangers de manière individuelle, dans une situation spécifique. D'ailleurs, sauf rare exception, les seuls recours que le droit international offre aux victimes de violations des droits de la personne humaine sont des recours seulement individuels. Ce langage individualiste, qu'on trouve également dans la mise en œuvre occidentale du droit des réfugiés, qui exige une menace personnelle de persécution pour qu'une personne bénéficie du statut de réfugié, ce langage individualiste manque d'appréhender le fait que la migration est à la fois un projet individuel et un phénomène collectif.
Et donc, se concentrer sur la seule dimension individuelle de la question migratoire, c'est laisser de côté toute sa dimension collective et donc manquer une partie de la question et apporter à la question migratoire une réponse incomplète. D'ailleurs, on assiste ici à une sorte de paradoxe. Alors que le discours politique majoritaire, lui, feint de ne voir dans les migrations que des mouvements collectifs, on parle de flux, voire d'invasion, on établit des catégories générales de migrants, les migrants forcés, les migrants demandeurs de travail, ce qui fait que les pouvoirs politiques oublient souvent la dimension individuelle de la question migratoire. Le droit de la personne humaine pêche en sens inverse en focalisant son discours sur l'individu et non pas sur les collectivités. Plus fondamentalement, le discours des droits de la personne humaine, me semble-t-il, n'est pas porteur d'un projet global de vie en société, ni des rapports de cette société avec les étrangers, autre que celui profondément individualiste qui a fondé ces droits. Le droit de la personne humaine juxtapose des droits essentiellement individuels sans donner les clés de leur articulation pour une vie commune. Or, la détermination d'une politique migratoire exige que l'on tranche des questions collectives, que l'on détermine un projet de société. Une politique migratoire mûrement réfléchie devrait être à la confluence de plusieurs politiques publiques, de l'emploi, de l'asile, du logement, social, sanitaire, pénal, et que sais-je. En ce sens, je crois que la fameuse crise migratoire dont on parle en Europe depuis quelques années est en réalité une crise de nos politiques publiques. Or, le discours des droits de la personne humaine ne répond pas, ni ne permet de répondre, me semble-t-il, à ces défis. Peut-il répondre à la question de savoir quel est le degré d'ouverture qu'une société consent à ceux qui lui sont étrangers ? Dicte-t-il une politique d'intégration dans le jeu de l'État-providence ? On songe également aux politiques économiques, démographiques, de l'emploi ou encore de la formation, pour lesquelles le droit de la personne humaine n'a rien à dire de particulier. Il faut également repenser nos politiques de la citoyenneté, de la nationalité, de la démocratie, en somme, de ce qui fait société. Est-ce le territoire? Est-ce la nationalité? Est-ce une langue, une religion, une culture? Chose qu'il faut déterminer collectivement, car l'autre n'est étranger que par rapport à un référentiel commun. La quatrième limite que je voulais souligner est que, à mon sens, l'inscription du droit de la personne humaine dans une politique migratoire ne peut en réalité que trahir le projet initial fondateur. En effet, une politique migratoire est par principe étatique, car, on l'a dit, l'Union européenne n'a pas de vraie politique migratoire. Si une politique migratoire est donc étatique, inscrire les droits de la personne humaine dans une politique migratoire consisterait à dénaturer l'essence même des droits de la personne humaine pour faire disparaître leur universalité et en faire du droit étatique ordinaire. En effet, si le droit de la personne humaine veut peser sur les décisions des États, c'est qu'il admet implicitement la structuration du monde en État. Il présuppose, il admet, il légitime l'existence même de l'État, avec le risque de se diluer dans ce discours. Dit d'une autre manière, si l'on travaille à améliorer les politiques migratoires dans un État donné en ayant recours aux droits de la personne humaine, on risque un biais fondamental. On ne conteste pas la légitimité de l'État lui-même et donc de la question migratoire qui distingue les étrangers des nationaux. En somme, s'inscrire dans ce mouvement, c'est présupposer l'élément fondateur de la question migratoire,
lequel est négateur du principe originel des droits de la personne humaine fondés sur l'égalité de dignité et de droits des personnes humaines. Et j'en viens maintenant au troisième et dernier point que je voulais développer, qui consiste à répondre finalement à la question posée, mais je crois qu'il fallait passer par les deux premiers points au préalable. Je crois que le droit de la personne humaine ne peut pas tenir lieu de politique migratoire complète et cohérente. Et je me contenterai ici de deux ordres de considération. D'abord, la plus triviale, toute question migratoire n'est pas une question de droit. Et donc, toute question migratoire n'est pas une question de droit de la personne humaine. On songe notamment à certaines causes des migrations, comme le changement climatique, les conflits ou l'allocation internationale des richesses, les politiques de sécurité et économique qui affectent la pauvreté globale, la distribution du travail et du bien-être dans le monde sont en dehors du domaine de l'approche juridique. Il en va de même des questions d'intégration. Le droit de la personne humaine ne peut donc pas régler ces questions, qui doivent pourtant l'être, pour confectionner une politique migratoire. L'approche en termes de droit de la personne humaine risque en outre de ne pas traiter des causes réelles des phénomènes migratoires pour se concentrer sur certains de ces symptômes seulement. Bien sûr, en droit, on peut interdire un discours raciste ou xénophobe. On peut condamner quelqu'un pour discours raciste ou xénophobe, mais on n'aura pas traité les causes de la xénophobie ou du racisme. Bien sûr, on peut accorder un statut de réfugié à quelqu'un qui risque des persécutions, mais ce statut ne règle pas la question de ses frères et sœurs qui continuent à faire l'objet de persécutions massives ou structurelles dans leur état d'origine. En somme, le problème le plus important du mouvement des droits de la personne humaine, pour moi, est que ces préoccupations juridiques sont trop limitées, voire simplistes, en ce qu'ils n'embrassent pas l'ensemble des questions non juridiques. Or, l'extrême hétérogénéité et complexité des questions migratoires, le fait que celles-ci transcendent les clivages disciplinaires et les champs tant normatifs que cognitifs, implique qu'il faille passer outre la division en branches de la connaissance et de l'activité humaine. Une bonne politique migratoire exige de recourir à une multiplicité d'angles d'analyse, juridiques, certes, mais également culturels, politiques, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou encore démographiques. Dans cette complexité, le droit de la personne humaine ne peut constituer à lui seul la matrice, ni même peut-être la plus importante d'une politique migratoire. Où j'en viens à un dernier ordre de considération qui concerne les ambivalences du droit de la personne humaine à l'égard du politique. Quelle que soit la manière dont on appréhende les relations entre le droit de la personne humaine et le politique, il me semble que l'on se heurte à des difficultés redoutables. Considérons d'abord, comme je pense qu'il faut le faire, le droit de la personne humaine comme politique. Le droit, en tant qu'il procède d'une volonté politique, ne peut pas commander le politique lui-même. Dans la mesure où c'est le politique qui fait le droit, celui-ci ne peut pas le commander, et s'il peut contraindre, bien sûr, une politique déterminée ou un type de politique, ce n'est que dans la mesure permise par le pouvoir politique, source du droit positif. Les droits de la personne humaine n'échappent pas à ce schéma. Ils reflètent eux-mêmes, bien que de manière incomplète, on l'a dit, un projet politique, un projet philosophique. Vouloir libérer les mouvements de personnes plutôt que les fermer,
Vouloir traiter l'étranger comme le national, plutôt que de considérer que celui-ci mérite un meilleur traitement que celui-là. Accepter ou non qu'un étranger ait accès à certains emplois ou à certains logements. Reconnaître qu'il puisse ou non voter. Tout cela relève de choix politiques. Toute décision de respecter les droits de la personne humaine est le reflet d'une décision non juridique. Les solutions que propose, les réponses que donne le droit de la personne humaine ne sont qu'une réponse parmi plusieurs que la population peut ne pas vouloir. En tout cas, elles ne s'imposent pas à elle de manière transcendantale et ne peuvent donc pas constituer une politique migratoire. Le droit de la personne humaine étant, selon moi, un objet politique, en faire le déterminant essentiel d'une politique migratoire suppose lui-même un choix politique par rapport à d'autres déterminants. Et cela, il ne peut pas le commander lui-même. Je crois qu'il faut assumer cette dimension politique du droit de la personne humaine, et cela au risque, en outre, de tromper les gens et de fausser la teneur du débat démocratique. Car le risque de tromperie, à faire croire que n'est pas politique ce qui est politique, peut générer une vive hostilité contre ce droit et son impérialisme, et donc produire des contre-effets par son rejet. En imposant de l'extérieur et de surplomb une politique à des gens qui rejettent ces soubassements, notamment l'égalité ontologique entre les êtres humains, on peut exacerber les tensions politiques et donc créer des difficultés qu'on était censé résoudre. En bref, je crois que si l'on veut imposer les droits de la personne humaine, ce ne peut être qu'en se plaçant d'abord dans le champ du politique. Alors supposons, autre possibilité, que le droit de la personne humaine ne soit pas politique et ne soit qu'une technique apolitique. Je ne suis pas sûr qu'il serait sain de faire reposer une politique migratoire sur ce genre de technique. 4 raisons rapides. Tout d'abord, je crains qu'une telle approche renforce une tendance à comprendre toute question de gouvernance, nationale comme internationale, en termes seulement juridiques, occultant leur dimension pourtant fondamentalement politique. Et je ne suis pas sûr du tout qu'on gagnerait à dépoliticiser, à techniciser ces questions. Le premier risque serait celui d'aseptiser le débat sous forme technique, l'autre de l'exacerber en vertu du rejet dont j'ai parlé tout à l'heure. En tout état de cause, nous empêcherions, et là je reviens à la question du projet de société, nous empêcherions le débat politique, qui est à mon sens le plus important. Autre risque, c'est celui de transférer le pouvoir du représentant politique à l'expert juriste, qui ne bénéficie pourtant d'aucune légitimité démocratique pour décider d'une politique publique comme la politique migratoire, qui n'a pas non plus les compétences pour trancher les questions économiques, culturelles ou encore démographiques auxquelles doit répondre une politique migratoire. En tout état de cause, le mouvement du droit de la personne humaine n'est pas un mouvement homogène. Et donc, à chaque question de politique migratoire qui se posera, vous trouverez des personnes prônant une solution comme vous trouverez des personnes prônant une autre solution. S'il n'y a pas accord entre ces personnes, il faudra un arbitrage, interne ou externe. Un arbitrage, c'est-à-dire un acte politique et non pas un acte technique. En bref, et pour conclure, je crois qu'une politique migratoire doit rester une politique. Il est vain d'en faire une question technique et de pur droit. Certes, on peut souhaiter qu'elle obéisse le plus possible aux droits de la personne humaine, mais il convient alors de prendre garde à 2 dangers. D'un côté, si
pour ce faire, on se limite à de menus aménagements au statocentrisme, on risque de dénaturer le projet initial des droits de la personne humaine qui perdrait son potentiel universaliste. Si, d'un autre côté, on décide de ne pas transiger sur le projet fondateur, le risque est alors celui d'un rejet général des droits de la personne humaine par ces sujets eux-mêmes. On ne peut pas être sourd au fait que le mécontentement dont j'ai parlé au sujet des contraintes que fait peser le droit de la personne humaine sur les politiques migratoires a favorisé une critique générale des droits de la personne humaine. Les gouvernants doivent faire attention à la manière de prendre en compte et de ne pas prendre en compte les droits de la personne humaine dans leur politique, et doivent faire attention à la manière de donner à voir ou cacher cette prise en compte ou cette absence de prise en compte. Nous voyons aujourd'hui, avec la crise du Covid, que le fait de se retrancher derrière l'expert, derrière le technicien, n'est pas forcément un calcul pertinent. Quant à eux, les défenseurs des droits de l'homme, des droits de la personne humaine, doivent faire attention aux stratégies qu'ils utilisent à l'égard des politiques migratoires. Et s'ils considèrent que le recours au registre du droit est pertinent, ce qui peut être le cas, ils doivent penser ce recours de manière politique. Je vous remercie. Merci Jean pour cet exposé qui nous remue un peu en profondeur. On n'est pas tellement habitués, nous les sociologues, les anthropologues ou les économistes, à entendre parler des droits des étrangers, d'un droit des migrations qui, en matière de droits de l'homme, ne s'applique pas aux migrants, si j'ai bien compris. Nous ne sommes pas habitués à un tel discours. Et nous allons maintenant entrer dans un cas très particulier, mais très révélateur, qui est celui donc des investisseurs qui sont admis comme migrants. De quel droit? C'est ce que Samantha Besson va nous expliquer maintenant.